Mon très cher Jean-Laurent, il nous faut être prudent. Très prudent même, car l'on aurait vu quelques compagnons rôdant aux portes de ce studio d'enregistrement. Oh, ils sont faciles à reconnaître, ils portent sur eux les outils de leur compagnonnage, de lourds outils de tailleur de pierre, dont ils pourraient se servir comme d'une arme. D'ailleurs, ce ne serait pas la première fois qu'un compagnon utilise ces outils pour blesser. Non, ce ne serait pas la première fois. Pourtant, tout avait bien commencé. Souvenez-vous, c'était il y a 2 ans, 3 ans tout au plus. Comme le temps passe vite. Souvenez-vous d'eux, jeunes apprentis lors de leur première entrée dans le temple. Ils étaient jeunes, surpris, presque apeurés en découvrant un monde nouveau, un monde qu'il leur fallait désormais essayer de comprendre en puisant en eux les moyens de le faire. Ils étaient pleins d'espoir, et vous aussi d'ailleurs. Leurs premiers travaux étaient touchants. Ils tentaient de tisser des liens entre les symboles, de comprendre le fonctionnement d'un système sur lequel on les avait autorisés à jeter un premier regard. Leurs travaux étaient maladroits, mais sincères. Ils voulaient vous faire plaisir, être à la hauteur de leur parrain, ne pas vous décevoir. Ils pensaient bien faire, et c'est normal. Après tout, n'avez-vous pas fait de même à leur âge? Et puis, il faut l'avouer, si vous les aimiez, vos apprentis, c'est aussi parce qu'ils vous renvoyaient à votre toute-puissance. Vous étiez celui qui sait, celui qui oriente, qui guide, qui écoute. Vous répondiez à leurs questions, et quand vous ne saviez pas, vous leur disiez « Plus tard, tu comprendras ». Ou encore « Ce n'est pas de ton degré ». Oh, bien sûr, la méthode maçonnique vous préservait de devenir un gourou, mais avouez que vous aimiez un peu le pouvoir que vous sentiez monter en vous. Mais vous vous disiez que cela allait passer, vous vous répétiez les paroles de Jean le Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Vous sentiez en vous le désir de transmettre, puis bientôt la nécessité de disparaître. Et puis, aviez-vous vraiment le choix? Vous vous disiez, c'est la vie, c'est ainsi. Oui, c'est ainsi. La loge demeure, les ouvriers se relaient sans cesse sur le chantier, certains disparaissent, d'autres, qu'il faudra former, les remplaceront. Ce qui importe, c'est l'œuvre, rien que l'œuvre. Toutes ces belles paroles résonnaient en vous. Et puis un jour, c'est arrivé. L'apprenti, hier discipliné, hésitant, silencieux par obligation mais aussi par prudence, l'apprenti est devenu compagnon. Bien sûr, il est sorti de son silence, car la méthode le lui permettait, mais vous ne vous attendiez pas à cette parole-là. L'apprenti, obéissant, est devenu un compagnon arrogant, remettant en cause le système qu'il avait hier admiré, mordant presque le bras qui l'avait nourri. Croyant avoir fait le tour de son degré, ne voilà-t-il pas qu'il commence à le discuter, à le critiquer, à y repérer des imperfections? Il remarque vos absences, doute de votre engagement, et conteste les maîtres qu'il commence à trouver vieillissants, un peu trop conservateurs et, disons-le, pas toujours à la hauteur. Pire encore, alors qu'apprenti il avait sagement accepté d'employer utilement les 24 heures d'une journée, le voilà désœuvré, livré à lui-même, papillonnant d'un chantier à l'autre, utilisant les outils avec l'habitude des blasés, critiquant les méthodes, testant sa rhétorique prétentieuse sur de jeunes apprentis, n'osant répondre à ce compagnon se prenant pour un maître. Méfiez-vous, maîtres et maîtresses, de ces compagnons et de ces compagnonnes. Méfiez-vous. Méfiez-vous qu'ils ne vous fassent tomber du piédestal sur lequel ils vous ont installé. Il ne vous reste qu'une seule chose à faire, les faire passer maîtres, comme on dit dans nos loges, et plus précisément tester leurs connaissances, les évaluer par un travail sur la symbolique de leur grade, et quand le temps sera venu, les initier au grade de maître, afin qu'ils soient en pleine possession de leurs moyens et qu'ils participent pleinement au destin de leur loge. Mais je le sais, vous avez encore un doute. Sont-ils si bons que cela? Ont-ils vraiment compris l'importance de l'enseignement de leur grade? Ont-ils mesuré que le pas de côté que le rite les incite à faire n'est pas une distraction, mais le moyen d'élargir leur regard? Ont-ils compris que l'étoile qui brille n'est pas qu'un simple ornement, mais un appel dans la nuit, une promesse de lumière, une promesse de l'aube? Sont-ils finalement prêts à vous remplacer? Pourtant, vous savez que le destin d'un compagnon n'est pas celui d'un apprenti. Vous savez, maîtres et maîtresses, pour l'avoir vécu, que la rupture qui fera du compagnon un maître se fera par une mort, mais vous savez aussi que le cadavre ne sera pas celui auquel on pourrait croire. Vous le sentez d'ailleurs devenir menaçant, le compagnon qui a fait son temps. C'est vrai. Après tout,
Maîtres et maîtresses, de quel droit évaluez-vous ses compétences? Êtes-vous légitime à juger sa capacité à vous rejoindre? Il se sent fort, il se sent sûr de lui. Si ce n'est pas par la raison qu'il obtiendra ce qu'il cherche, à savoir devenir maître, ce sera par la force. Et s'il a encore peur de vous affronter, il trouvera bien un ou deux autres compagnons avec lesquels il partage déjà le goût pour le combat, un ou deux autres compagnons avec lesquels il reviendra vers les maîtres pour exiger d'eux le secret des maîtres maçons. Car bien entendu, dans leur ignorance, aveuglés par leur ambition et portés par la force du fanatisme, ils s'imaginent que ce n'est pas par le travail qu'ils parviendront à leur fin, mais par un simple mot qu'ils voient comme une incantation, une magie, un simple mot qui leur permettra de devenir enfin maîtres. Alors ensemble, ils fomentent un coup qu'ils imaginent original, audacieux. Ils s'imaginent être les premiers et rigolent déjà de leur audace, les naïfs. Ce qu'ils vont accomplir, d'autres avant eux l'ont déjà imaginé. Ce qu'ils vont accomplir, d'autres avant eux l'ont fait. Quand l'histoire se répète avec autant de force, elle devient mythe. Et le mythe qui va se jouer ici entre ces trois compagnons impatients et ce maître finissant est vieux comme le monde. Chacun jouera son rôle, et ceux qui croyaient transgresser se trouveront absorbés dans une autre dynamique, dans un renouveau quasi surnaturel qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, et le mythe sera accompli. Voilà pourquoi, mon très cher Jean-Laurent, vous comprendrez que j'ai préféré rester à distance du studio d'enregistrement où quelques compagnons armés auraient été vus. J'ai préféré rester chez moi, à l'abri, et je vais donc vous rendre la parole en vous souhaitant. Mais je viens d'entendre un bruit de pas. Je dois aller vérifier si les portes du rez-de-chaussée sont bien verrouillées. Je vais commencer par la porte du midi. Encore un bruit. C'est sûr, il y a quelqu'un. J'ai cru reconnaître le bruit d'un lourd objet métallique tombant sur le carrelage de la cuisine. J'y vais. Je vous laisse, Jean-Laurent. Si je ne suis pas revenu dans une heure, appelez ma mère.